Bonjour à tous, il est 13h, bienvenue. Aujourd'hui, édition spéciale sur les primaires du Parti Socialiste. C'est Benoît Hamon qui le remporte haut la main avec plus de 58% des voix. Nous reviendrons sur ce scrutin avec nos journalistes et nos experts. Mais aussi, nous vous proposons un grand angle sur la situation catastrophique qui règne actuellement en Irak. La population livrée à elle-même tente de fuir des combats, des enfants qui sont pris pour cible par l'État islamique et des ressources de pétrole du pays qui s'amenuisent. Mais tout de suite, les titres. Benoît Hamon, vainqueur des primaires de gauche. L'ancien ministre de l'Éducation a été choisi par les militants de gauche pour être le représentant du Parti Socialiste à la prochaine élection présidentielle. Benoît Hamon a été crédité de 59% des voix face à l'ex-premier ministre Manuel Valls. On en reparle évidemment dans cette émission. Direction le Canada et cet attentat perpétré dans la grande mosquée de Québec. 2 hommes ont ouvert le feu sur les fidèles. Bilan, 6 personnes tuées. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a confirmé la piste terroriste et le président de la République française, François Hollande, qui a qualifié cet acte d'odieux. Mohamed Abrini, mis en examen, détenu en Belgique depuis le mois d'avril dernier. Le suspect clé des attentats de Paris était remis à la justice pour se voir signifier son inculpation. Le juge d'instruction en charge de l'enquête ne lui a posé aucune question. Ont signifié les avocats du terroriste. Enfin, la France possède dans ses rangs une Miss Univers. Iris Mittenard, 24 ans, a été élue cette nuit la plus belle fille de la planète. Née à Lille, la jeune femme avait été élue Miss France en 2016 et auparavant Miss Nord-Pas-de-Calais en 2015. Elle est la 2e française couronnée Miss Univers 60 ans après la Lorraine Christiane Martel, sacrée en 1953. Aujourd'hui, édition spéciale, donc c'est un score sans appel. Benoît Hamon est arrivé en tête du second tour, haut la main. Il sera donc le candidat du Parti Socialiste pour les prochaines présidentielles. Comment ce parti aborde donc ce scrutin? Les camps vont-ils se rassembler autour de ce nouveau candidat socialiste et de son image contestataire de gauche? Benoît Hamon va-t-il défendre l'héritage du quinquennat Hollande ou bien au contraire va-t-il prendre le large à gauche avec tous les risques que cela comporte? Tout d'abord, voir les fidèles de son rival malheureux, Manuel Valls, quitter le navire ou au contraire convaincre les écologistes et la France insoumise de faire front commun en laissant de côté le libéralisme social à la Macron. Benoît Hamon a donc remporté cette primaire socialiste face à Manuel Valls, pourtant parti favori de ce scrutin. Il veut désormais incarner ce qu'il appelle la vraie gauche dans la campagne présidentielle. Océane Nicole. C'est avec un sourire crispé pour l'un, franc pour l'autre que les 2 hommes se présentent aux sympathisants socialistes rue de Solferino dans le 7e arrondissement parisien. Sous les applaudissements, Manuel Valls et Benoît Hamon se serrent la main, une façon peut-être d'enterrer l'âge de guerre de la campagne. Sans surprise, l'ancien ministre de l'Éducation remporte largement la primaire de la gauche avec près de 58% des suffrages, 17 points devant l'ancien Premier ministre. Benoît Hamon se veut le rassembleur du Parti socialiste. Je veux commencer par rassembler les socialistes, tous les socialistes, parce que c'est ma famille politique et que j'y ai consacré 30 ans d'engagement. Benoît Hamon est plein d'espoir. La gauche se tourne vers le futur et veut gagner, ce sont ses mots. Mais le plus dur reste à faire. L'objectif pour le socialiste, mai 2017. Et pour y parvenir, il veut séduire tous les partisans de gauche. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique. Pour Manuel Valls, place maintenant au repos. Une nouvelle page s'ouvre. Il m'appartient de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, d'analyser, de me réinventer aussi. Je me dois aussi d'apporter davantage d'attention aux miens. Benoît Hamon veut très vite commencer sa campagne présidentielle et préparer les prochains meetings et rendez-vous. Et le premier, dès ce lundi, le candidat socialiste va s'entretenir avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Après un coup de téléphone hier soir de Benoît Hamon à François Hollande, le président lui a proposé une rencontre en fin de semaine. Et pour parler justement des chances du candidat socialiste dans une campagne présidentielle qui s'annonce quand même des plus improbables, autour de moi, Michel Taubman, journaliste politique, bonjour. Et Maurice Fergan, rédacteur en chef sur i24 News. Alors d'abord vous, Michel Taubman, est-ce que c'est la revanche des frondeurs, cette victoire de Benoît Hamon? Oui, poser la question, c'est déjà y répondre. C'est évidemment la revanche des frondeurs. C'est la défaite de François Hollande, la défaite de Manuel Valls, évidemment, qui est allé défendre le bilan de François Hollande, alors que François Hollande, lui, n'a pas défendu Manuel Valls. C'est un événement assez inédit de voir une majorité de partis
de la majorité sortante qui va aller aux élections sans défendre le bilan de la majorité sortante, sans défendre le bilan gouvernemental, avec donc un parti qui a été au pouvoir pendant 5 ans et qui intronise, pour défendre ses couleurs, quelqu'un qui est donc, comme vous l'avez dit, un frondeur, un des frondeurs, avec Arnaud Montebourg et beaucoup d'autres, qui n'ont cessé, en tout cas depuis 3 ans, puisqu'il a quitté le gouvernement en 2014, de ferrailler, de combattre le Parti socialiste et la direction du Parti socialiste et le gouvernement au nom d'une conception plus pure, plus chimiquement pure du socialisme et de la gauche. Ces électeurs qui ont voulu en découdre, Maurice Yvergand, avec la politique de François Hollande, est-ce que vous pensez, ou bien vous, Michel Thoman, qu'ils ont triomphé ? Ah, écoutez, pour l'instant, oui. Alors, ils ont triomphé. C'est le problème des primaires. Les primaires à la française, c'est quelque chose d'assez bâtard, puisque ce n'est pas comme aux États-Unis où elles correspondent finalement avec le système électoral, puisqu'on a une élection présidentielle à un seul tour et on a une sélection qui se fait au sein des 2 grands partis, avec une participation massive. Les gens qui sont affiliés démocrates vont choisir le candidat démocrate, les gens qui sont affiliés républicains vont choisir le candidat républicain. Là, c'est plus compliqué, puisqu'en France, on a quand même un système électoral à 2 tours. Traditionnellement, le premier tour faisait office de primaire et permettait de sélectionner le meilleur candidat de gauche et le meilleur candidat de droite. Depuis quelques années, on a instauré d'abord des primaires fermées. Le Parti socialiste, en 2006-2007, pour la présidentielle de 2007, avait instauré des primaires fermées, réservées aux militants, aux adhérents. Ensuite, il a fait des primaires ouvertes, mais ce ne sont pas tous les électeurs socialistes qui sont venus participer. 2 800 000 en 2011, 2 millions hier au 2e tour. Comme ce ne sont pas tous les électeurs de droite qui ont participé à l'intronisation de François Fillon, même s'ils étaient plus nombreux que les électeurs socialistes, ils étaient 4,5 millions. Donc on a un système un peu bâtard, puisque ce ne sont pas les adhérents d'un parti qui désignent le candidat, mais ce ne sont pas non plus tous les électeurs de gauche et ni même tous les électeurs socialistes. Si ça avait été les adhérents du Parti socialiste, peut-être que Manuel Valls aurait été désigné, ou peut-être que François Hollande aurait été désigné, puisqu'on sait que, par exemple, les parlementaires soutenaient plutôt Manuel Valls, c'était plutôt légitimiste. Si ça avait été l'ensemble des électeurs socialistes, peut-être que le résultat aurait été différent, mais c'est comme ça. Pareil pour la droite. Peut-être que Fillon n'aurait pas été désigné. C'est comme ça fonctionne comme ça aujourd'hui en France. C'est un système un peu bâtard et qui a fourni 2 candidats qui ont bénéficié d'une légitimité, mais dans une partie de l'électorat, et qui sont fragiles et faibles. On l'a vu avec François Fillon, on le verra aussi avec Benoît Hamon, puisqu'ils ne représentent pas tout leur camp. Alors maintenant le futur, Maurice Yvergand, comment va-t-il réconcilier ce Parti socialiste qui est en miettes ? Qui est en miettes. Non, mais vous m'avez demandé sur la question sur les frondeurs aussi. Je voudrais quand même préciser quelque chose. C'est qu'il ne fait pas bon aujourd'hui être favori apparemment. Si on s'en tient à tous les résultats des dernières élections présidentielles qu'on a vues, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne ou ailleurs, les favoris ont chaque fois été placés de côté. Donc il y a un problème là, politique général, un problème de société qui fait que dehors, les sortants, en gros, c'est ça qui se passe, et ça s'est passé au Parti socialiste. C'est quoi, c'est une mauvaise appréhension de la société, Michel Thoman ? Écoutez, c'est qu'on est en situation de crise, ça va pas bien, le chômage est élevé, il y a plus de 3,5 millions officiellement de chômeurs, donc les gens sont légitimement mécontents, et de la gauche et de la droite. Et donc il y a ce que Jean-Luc Mélenchon appelle le dégagisme. Vous savez, dans la Révolution arabe, les gens disaient dégage, dégage. Bon, Jean-Luc Mélenchon appelle à dégager les sortants. Donc on est dans une espèce de jeu de massacre. On a perdu, la politique française a perdu Alain Juppé, ancien Premier ministre, Nicolas Sarkozy, ancien président, Manuel Valls, ancien Premier ministre, et même à un autre niveau, Cécile Duflot, qui était la figure la plus connue des Verts, elle a été ministre, elle a eu beau quitter le gouvernement Valls et le gouvernement Hollande-Valls, elle a été récusée par ses partisans, donc on a évidemment une volonté de renouvellement politique. Bon, alors justement, ce parti politique est en miettes, comment on va y arriver, de réconcilier tout le monde ? Ça va être difficile parce que d'abord, on a un président qui lui ne soutient pas son propre bilan, qui a préféré renoncer d'une façon élégante, mais renoncer quand même à un nouveau mandat. On a un Premier ministre qui voulait soutenir le mandat de son président, qui finalement a été éjecté de façon élégante, mais éjecté quand même. Et on a un opposant qui ne soutient ni l'action du Premier ministre, ni l'action du président, qui lui va représenter le parti. Donc, qu'est-ce qui
qui va se passer, ça va être très difficile à savoir, très difficile à dire. Je pense qu'il va falloir à Hamon beaucoup de force de conviction pour que les députés socialistes et disons, l'intelligentsia socialiste le suivent de façon cohérente. Il me semble que beaucoup vont préférer faire défection plutôt que de continuer à suivre Benoît Hamon. J'ajouterais, la situation est d'autant plus confuse qu'on a aussi le candidat Macron, alors qui lui dit je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis et de droite et de gauche, mais qui a été quand même l'artisan de la politique gouvernementale, qui est récusé par les socialistes eux-mêmes. Et donc, on risque d'avoir finalement le candidat le plus proche finalement de la ligne sociale libérale ou social-démocrate qui a été mise en œuvre par François Hollande, récusé par les socialistes, mais pour l'instant encensé par l'électorat, y compris par l'électorat de gauche. Donc tout ça est très confus et très compliqué. Alors on est tous d'accord. Le résultat d'hier soir confirme la cassure au sein de la gauche, celle du gouvernement et l'autre contestataire. Or cette opposition ne date pas d'hier. Jonathan Serrero. Dès les premières heures du Front populaire, l'histoire de la gauche française s'écrit sur les flots tumultueux de deux courants. Une gauche dite de gouvernement et l'autre plus protestataire, voire quasi révolutionnaire. Le résultat de ces primaires en est la preuve. En 1936, la gauche rassemble les socialistes de la SFIO, les radicaux et les communistes. Les premières tensions apparaissent. Les communistes refusent d'entrer dans le gouvernement de Léon Blum, car participer au pouvoir reviendrait à servir les intérêts du capitalisme. Une position idéologique qui voit la gauche se désunir après la guerre. Les dirigeants de la SFIO et des radicaux, Guy Mollet et Pierre Mendès France, reprochent à leur homologue communiste Maurice Thorez sa trop grande proximité avec le pouvoir soviétique. Pourtant, le Parti communiste bénéficie d'une plus grande cote de popularité auprès de l'électorat populaire et ouvrier que leurs nouveaux concurrents de gauche. Aux élections législatives de 1958, il se place ainsi devant la SFIO et les radicaux. Durant toute la décennie 60, l'histoire des deux partis de gauche socialiste sont marquées du sceau de l'instabilité. La candidature de François Mitterrand aux élections présidentielles de 1965 change la donne. L'ancien ministre de la Justice parvient à obtenir les soutiens de Guy Mollet, de Pierre Mendès France et de toutes les fédérations socialistes démocrates non communistes. Certes, Mitterrand s'incline, mais une nouvelle dynamique s'enclenche. Le natif de Jarnac s'impose dans les années 70 comme le nouveau leader de la gauche socialiste. Il enterre en 1969 la SFIO et crée le PS. Pour stabiliser la formation et ramener la gauche au sommet de l'État, François Mitterrand engage des discussions en coulisses avec les communistes. Des négociations qui aboutissent à la signature d'un programme commun en 1972. Une union payante. En 1981, le premier secrétaire du PS remporte l'élection présidentielle devant Valéry Giscard d'Estaing. La gauche revient au pouvoir 27 ans après la présidence du Conseil de Mendès France. Pourtant, l'idylle avec les communistes est de courte durée. Les nationalisations et les réformes sociales d'envergure ne survivent pas à la crise économique des années 80. Le gouvernement, dirigé par Pierre Mauroy et Laurent Fabius, opte pour une politique financière de rigueur. Les socialistes s'adaptent ainsi au système capitaliste. Durant le second mandat Mitterrand, les gouvernements successifs de Michel Rocard ou d'Édith Cresson empruntent le même chemin. En 1997, la gauche plurielle du Premier ministre Jospin profite de l'explosion de la bulle Internet pour réduire le nombre de chômeurs en France. Une conversion idéologique impardonnable pour les électeurs traditionnels de gauche. Résultat, lors des élections présidentielles de 2002, Lionel Jospin arrive en 3e position, juste derrière Jean-Marie Le Pen. Le coup est rude pour le PS. Depuis, la gauche peine à s'unir autour d'un projet commun. Le mandat présidentiel de François Hollande a mis en lumière les divisions entre frondeurs et partisans du social-libéralisme. Le résultat de ce soir met en lumière le choix opéré par les militants du parti. Alors Michel Tobman, de quelle gauche fait-il partie, Benoît Hamon? La gauche contestataire ou bien la gauche traditionnelle? Écoutez, peut-être des deux, puisqu'il a été ministre, on ne peut pas caricaturer, mais il est représentatif de ce qu'est le Parti socialiste dans ses fondements, et on vient de le voir, et depuis plus de 100 ans, c'est-à-dire un parti qui a un problème avec le pouvoir, qui en même temps est attiré par le pouvoir, mais qui a ce que le politologue Gérard Grimbert a appelé le long remords du pouvoir dans un livre, et c'est cette difficulté à assumer le pouvoir. Bon, contestataire quand même, pourtant pendant toute sa campagne, il n'a pas pris position contre le quinquennat de François Hollande. Il va bientôt rencontrer le président de la République. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet entretien? Est-ce que ça va être un soutien sans faille de François Hollande, à votre avis? Alors écoutez, ça je ne sais pas. Ça serait quand même très étonnant
que François Hollande accorde un soutien sans faille à Benoît Hamon, qui... alors vous dites, il n'a pas pris position frontalement contre le quinquennat de François Hollande. Mais lui et les frondeurs, depuis 2 ans et demi, n'ont cessé de critiquer le quinquennat François Hollande et la politique mise en œuvre. Avec une nuance, et c'est peut-être pour ça qu'il a gagné, c'est que autant Arnaud Montebourg, qui apparaissait comme le chef de file des frondeurs, attaquait frontalement François Hollande, autant Benoît Hamon a toujours une position plus mesurée, plus modérée. Mais c'est quand même une victoire des frondeurs, c'est un désaveu de François Hollande. Ça m'étonnerait que François Hollande, aujourd'hui, se réjouisse de ce désaveu. En ce cas, il a lancé un appel à Yannick Jadot et à Jean-Luc Mélenchon, justement pour construire sa majorité gouvernementale, Maurice Yvergan. Yannick Jadot qui a donc déjà dit qu'il avait choisi sa photo pour la présidentielle. Oui. Ça veut dire finalement que peut-être il ne se ralliera pas. Est-ce que vous pensez qu'avec Mélenchon, ça va suffire ? Entre le Parti socialiste et ce qu'on appelle la France insoumise, non, ça ne suffira pas pour, disons, une élection présidentielle, c'est évident. Il leur manquera de ratisser large. Le problème, c'est qu'il y a des divergences entre Mélenchon et Benoît Hamon, des divergences de fond sur leur programme. Et là, il va falloir régler les problèmes. Lorsque Benoît Hamon a demandé à préparer un programme commun, disons, entre cette France insoumise et le Parti socialiste, on ne peut pas dire que Mélenchon se soit précipité pour dire oui. Il a dit, bon, je veux bien prendre un café avec lui si ça peut aider, mais pas plus. Pour maintenant, il commence à dire qu'il préfère Benoît Hamon à Manuel Valls et il est prêt à discuter. La question, c'est qu'il y a des dossiers de fond et vous savez qu'ils sont complexes. Benoît Hamon qui s'est donc imposé comme le candidat socialiste à la présidentielle, il s'est fixé pour tâche de rassembler les socialistes de la gauche, car celui qui est devenu l'une des figures des députés frondeurs doit désormais convaincre tous les socialistes de le suivre. Regardez. 58, avec près de 59% des voix, le score est sans appel. Longtemps outsider avant de finir en tête du premier tour de la primaire, Benoît Hamon est désormais le candidat du Parti socialiste à la présidentielle, en battant sèchement l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Ce soir, la gauche relève la tête, elle se tourne vers le futur et elle veut gagner. Je veux donc rassembler les Français, tous les Français. À 49 ans, le député des Yvelines a su capitaliser sur un programme clairement marqué à gauche. Ces propositions se sont retrouvées au centre des débats. Taxes sur les robots, légalisation du cannabis, réduction du temps de travail à 32 heures et surtout son projet du revenu universel. Moi j'étais avec Arnaud Montebourg au premier tour et j'ai rejoint Benoît Hamon et on montre que l'aile gauche est là, qu'elle est forte et qu'on ne veut plus du social-libéralisme de Manuel Valls. On soutiendra encore pendant 4 mois le projet de Benoît Hamon qui mérite d'être président et qui mérite aujourd'hui de faire revivre le socialisme en France. Durant sa campagne, Benoît Hamon a su faire oublier qu'il avait participé au quinquennat de François Hollande en étant 2 fois ministre, à l'économie sociale et solidaire puis à l'éducation. Il avait ensuite claqué la porte en 2014, se disant opposé à la ligne du gouvernement. Il avait alors rejoint les élus frondeurs du PS, une stratégie qui semble avoir payé dimanche. Mais s'il veut avoir une chance de remporter la présidentielle, Benoît Hamon doit rassembler plus largement. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique. Autre inconnu, l'avenir même du PS, dont certains prédisaient l'implosion en cas de victoire de Benoît Hamon. Reste aussi le cas Emmanuel Macron, qui pourrait être un handicap majeur pour le candidat socialiste. Et pour parler de Benoît Hamon, eh bien, nous sommes par Skype avec Yann Benayoun. Vous êtes adjoint délégué à l'éducation et aux affaires scolaires de la mairie du 3e arrondissement de Lyon. Vous avez soutenu Benoît Hamon pendant cette campagne. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Pourquoi avez-vous soutenu Benoît Hamon? Moins d'heures de travail, légalisation du cannabis et revenu universel. C'est ça, la nouvelle gauche? Écoutez, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et puis pour la qualité de vos émissions que je suis très régulièrement. Dans un premier temps, je voudrais quand même saluer la vitalité du débat démocratique qui est en cours en ce moment dans notre pays et particulièrement à gauche.
On attendait un parti socialiste mort, en décrépitude, et entre la qualité du débat que nous avons eu entre Benoît Hamon et Manuel Valls la semaine dernière et les 2 millions de participants à la primaire hier soir, on voit quand même que le parti n'est pas mort et que la gauche dans son ensemble n'est pas morte, loin s'en faut. Ensuite, sur le pourquoi de mon soutien à Benoît Hamon, j'ai envie de dire dans un premier temps parce qu'il fait une campagne de fond. Et on l'a bien vu d'ailleurs pendant toutes ces semaines de campagne de la primaire, ce sont les fondements de l'engagement de la gauche et du Parti socialiste en particulier qui ont été repris, vous l'avez énoncé, mais le revenu universel, la légalisation des cannabis, etc. Toutes ces choses-là, elles sont au fondement du Parti socialiste et de la gauche, dans la répartition des richesses, dans la façon de repenser notre approche du travail, dans la nécessité d'apporter des réponses du XXIe siècle aux problématiques. Mais pourtant, ce programme, il a été attaqué par Manuel Valls comme étant irréaliste quand même. Ça fait partie du jeu politique, j'ai envie de dire. On attaque forcément la personne qui est la mieux placée sur cette question-là, mais je crois que Benoît Hamon a su démontrer ces dernières semaines, notamment par le soutien de plusieurs dizaines d'économistes de renom, en premier lieu Thomas Piketty notamment, qui ont fait la démonstration que le programme n'était pas irréaliste, bien au contraire, mais qu'il avait vocation à donner une orientation pour les prochaines années dans notre pays, pour sortir des difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, mais surtout pour avancer dans un projet d'émancipation collective et individuelle de nos concitoyens, parce que la gauche, c'est ça, c'est travailler à l'émancipation collective et individuelle. Mais en tous les cas, on parle de gauche optimiste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a confiance en l'homme et qu'on pense qu'à un moment donné, on croit en l'humanité et on croit qu'à un moment donné, l'homme est perfectible. Et pour qu'il soit perfectible et qu'on arrive à une société plus juste, plus égalitaire, avec plus de justice sociale, il faut donner les moyens et les outils de l'émancipation des uns et des autres et faire en sorte qu'on passe d'un collectif imaginaire et d'un collectif puissant, d'un imaginaire puissant que nous portons aujourd'hui à quelque chose qui se mette véritablement en œuvre dès après, je l'espère, la victoire de Benoît Hamon au second tour. Mais Yann Benayoun, quelle est la base électorale de Benoît Hamon ? La gauche caviar, les classes populaires ou bien les banlieues ? Moi, pour le moment, je ne réfléchis pas particulièrement dans ces termes-là. Ce qui est sûr, c'est que le vote des primaires et le vote de l'élection présidentielle ne concernent pas forcément le même électorat. Et d'ailleurs, vos intervenants sur le plateau juste avant le disaient fort bien. On ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le vote à la primaire, il est essentiellement urbain. Et donc, il va falloir, pour rassembler encore plus largement et faire 50,01% au deuxième tour de la primaire, il va falloir s'adresser encore un peu mieux et encore un peu plus à toutes les catégories socio-professionnelles des Français, plutôt que de segmenter les gens par banlieue, par quartier, etc. etc. On l'a vu notamment avec la prise de position récente de Benoît Hamon sur le RSI, qui veut aujourd'hui travailler sur un régime social unique pour les Mais puisqu'on parle justement de prise de position, votre candidat est souvent jugé beaucoup trop partisan. On lui reproche notamment d'être un fervent défenseur de la reconnaissance d'un État palestinien. Est-ce que c'est un atout aujourd'hui dans le débat présidentiel ou bien au contraire, est-ce un handicap ? Moi, je crois que ça a le mérite de la clarté, et y compris, ça ne change pas particulièrement la position de l'État français de ces dernières années, notamment du quinquennat qui vient de passer. Laurent Fabius, quand il était lui-même au Quai d'Orsay, avait déjà estimé que si il devait y avoir la conférence qui devait se tenir à Paris connaîtrait un échec, il fallait aller plus à même. Ce que je crois et ce que Benoît Hamon dit, c'est que a priori, on ne fait pas la paix avec ses amis, on fait plutôt la paix avec ses ennemis. Et la meilleure façon aujourd'hui de garantir la sécurité de l'État d'Israël, c'est de pouvoir reconnaître un État palestinien. Et de ce point de vue-là, il a dit encore début janvier que la responsabilité historique des Européens, c'est d'intégrer Israël dans un cadre régional qui ne lui soit plus hostile. Et pour que cette intégration dans un cadre régional qui ne soit plus hostile se fasse, il faut forcément passer à un moment ou à un autre par la reconnaissance d'un État palestinien. Merci beaucoup Yann Benayoun d'être intervenu sur notre antenne. On va regarder, avant de se quitter, ensemble ce sondage effectué pour le Figaro. Il anticipe
anticipe à ce jour les résultats du premier tour et les résultats, pour le moment, sont très à droite. Marine Le Pen en tête, François Fillon en seconde position, Emmanuel Macron troisième et Benoît Hamon n'arriverait que quatrième. Taux de sûreté du sondage a spécifié quand même 77%. Quand même, vous en pensez quoi de ce sondage, Michel Taubman ? Mais écoutez, ce que j'en pense, c'est que le seul pôle de stabilité aujourd'hui dans la politique française, c'est quand même bien celui du Front National. Marine Le Pen n'a pas besoin d'une primaire pour être confortée dans sa position de leader de son parti, même s'il y a quelques bisbilles avec sa nièce Marion Maréchal. 77% des gens des 25% qui se prononcent pour Marine Le Pen sont sûrs d'aller voter, alors que pour Macron, parmi les 20% de gens qui se prononcent pour Macron, seuls 38% sont certaines d'aller voter. Et surtout, Marine Le Pen est portée par ce grand mouvement nationaliste, ce vent nationaliste qui souffle de Londres à Washington et qui est en train d'emporter l'Union européenne. Merci. Et qui est en train de créer des remous et une situation tout à fait incertaine. Merci beaucoup Michel Taubman, merci Maurice Yfergan. Restez avec nous dans la deuxième partie de notre émission. Nous parlerons de la situation catastrophique en Irak, des millions de déplacés et des enfants pris en otage dans les conflits. Restez là.